swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Aurélien, l'homme le plus fort de France, champion de la compétition Strongman. Et en plus, ça fait énormément plaisir. C'est le premier invité du podcast La Soirée qui a ses écouteurs. Donc, on va avoir une superbe qualité. Merci beaucoup, Aurélien. De rien, j'ai fait quelques podcasts là, pendant le confinement et je me suis fait avoir aussi. Alors maintenant, j'ai les écouteurs à chaque fois. Sinon, c'est compliqué. Alors, la toute première question, finalement, c'est qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme l'homme, entre guillemets, le plus fort de France? Alors, ça fait plaisir, hein. C'est un titre que j'ai essayé d'avoir depuis quelques années. Ça fait depuis 2012 que je fais des compétitions d'hommes forts. Donc à chaque fois, j'ai essayé de nombreuses reprises d'avoir le titre. Après, j'ai mis des priorités sur des compétitions à l'étranger pendant plusieurs années. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit que j'allais mettre l'accent sur la France quand même pour avoir au moins le titre chez moi dans mon pays. Et comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner juste comme ça en aparté pendant le confinement? Parce que ça ne doit pas être évident qu'est-ce qu'on soulève pendant le confinement? Alors, moi, j'ai la chance en fait d'avoir du matériel chez moi. D'accord. J'ai du matériel chez moi, j'ai de la place, j'ai un grand jardin, j'ai un garage, donc j'ai de quoi m'entraîner. Après, bon, je pense que c'est un peu le propre de tous les strongman en France. On a peu de salles en France qui sont équipées avec tout le matériel nécessaire. Alors, il y a de plus en plus de salles qui ont bien sûr un peu de matériel, je pense aux salles de CrossFit, etc. Mais voilà, beaucoup d'athlètes ont leur propre matériel pour s'entraîner. On est un peu obligé. Donc, je suis un peu sauvé pour ça. Et comment ça se passe exactement par rapport aux autres pays, on va dire? Parce qu'en France, il y a les compétitions de strongman et on voit que, par exemple, en Angleterre, j'ai l'impression, hein, de mon point de vue, on va dire, de novice dans la discipline, que c'est beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons. Alors, ouais, non, tu as raison, hein, complètement. Moi, ça fait depuis 2015 en fait que je fais des compétitions sur une ligue professionnelle. Alors, j'ai pu voir un peu ce qui se faisait à l'étranger, hein. J'ai fait une trentaine de pays grâce à ça. Et en France, on est vraiment un sport très mineur, on est marginalisé. Alors, on a peu de médias. Alors, merci à vous déjà, hein, de s'intéresser à ma discipline. On a peu de médias. Et à l'étranger, c'est vrai que dans les pays, alors notamment pays anglo-saxons, pays d'Amérique du Nord, tout ce qui est pays scandinaves, pays de l'Est, évidemment, c'est des sports très populaires. Donc, j'ai déjà fait des compétitions dans ces pays-là où il y avait des stades remplis avec 3, 4, 5 000 personnes. C'est énorme. En France, c'est impensable d'avoir autant de public. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est la différence principale, disons peut-être dans les manières de s'entraîner entre ici en France pour toi et ce qui se fait dans d'autres pays? Alors, la première chose, on en a parlé un peu avant, c'est déjà le matériel. Alors, il y a, bien sûr, pour être homme fort, on doit pratiquer sur les mouvements de base en musculation, mais on a absolument besoin, pour être performant, du matériel spécifique homme fort. Les Atlas Stone notamment, donc des équipements, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et ça, c'est pas facile à trouver dans les structures, dans les salles de sport en France. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'équiper nous-mêmes. Alors, ça prend du temps, ça coûte de l'argent aussi de trouver ce matériel. Parce que si on le fait fabriquer, c'est pas donné. Il y a peu de marques qui le fabriquent. Donc déjà, ça, c'est une des premières choses, une des premières difficultés. L'autre difficulté, c'est faire des compétitions. Pour progresser, on a besoin de beaucoup de compétitions. On a besoin de compétitions reconnues. Et en France, voilà, alors même si c'est un plaisir et un honneur d'avoir eu le titre, cette année, on a quand même, c'est une petite fédération. Il y a peu d'athlètes. Donc voilà, c'est les grosses difficultés pour progresser et se retrouver comme d'autres pays avec beaucoup de public et beaucoup d'athlètes aussi. Et comment est-ce que d'ailleurs, puisque tu l'évoques, on sait que par exemple ceux qui font énormément de bodybuilding et cetera, ça coûte super cher d'acheter tout ce qu'il faut et en plus pour toi, vu qu'il y a le matériel, à combien ça te revient? Qu'est-ce que ça te coûte et est-ce que c'est un frein, l'argent Alors, dans ce milieu? sur un pays comme le nôtre, ouais, ça peut être un frein sur quelqu'un qui veut progresser, atteindre le niveau forcément. Faut manger beaucoup. On a besoin d'un poids de corps assez important, qu'il faut une nutrition qui suive. Ça a un coût déjà, et comme je te le disais juste avant, le matériel a un coût. Et là, malheureusement, il y a peut-être parfois certains athlètes qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas les sponsors. Parfois, on peut avoir des sponsors qui nous fournissent en matériel ou qui nous aident. Et ça va être un gros frein pour certains athlètes, et notamment les jeunes
ceux qui souhaitent débuter dans la discipline. On n'a pas toujours. Hein, moi, c'était mon cas au début, hein, quand j'ai commencé. Je ne pouvais pas spécialement m'acheter du matériel spécifique aux hommes forts. Donc, j'ai dû bricoler un peu avant d'y arriver. Et comment ça t'est venu exactement ça? Parce qu'on a l'impression quand même de se dire on est strongman, il faut y aller all-in. Tu peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors, parce que comme tu as dit, il faut manger beaucoup, il faut prendre du poids, il faut directement se fixer des objectifs qui sont assez impressionnants. Alors après, il y a des athlètes, hein, ça arrive en France, hein, j'en connais, qui font ça pour le plaisir. Voilà, ils n'ont pas un objectif de titre ou autre chose. C'est juste un plaisir personnel, c'est avant tout se dépasser soi-même. Hein. Je pense que la plupart des sportifs, c'est ça. Hein. C'est avant tout de se dépasser soi-même. Et après, moi, non, ça faisait très longtemps. Moi, alors, pour l'anecdote, je regardais moi les concours d'hommes forts et les concours de l'homme le plus fort du monde quand j'étais gamin sur Canal+. À l'époque, ça passait sur Ok. Canal. Il y avait les concours qui passaient, j'avais 8, 9 ans. Et j'étais fasciné par ça, quoi. Je voyais ces gars avec des physiques de géants, une musculature énorme, faire des choses incroyables. Donc, depuis tout petit, en fait, ça me trottait dans la tête. Et tout au long de mon parcours sportif, j'ai fait plein d'autres sports à côté. Tout au long de mon parcours sportif, ça m'a toujours trotté dans la tête et j'ai attendu vraiment d'avoir la maturité musculaire suffisante pour me lancer dans cette discipline et performer. Et allez-y, mon cher Astas, allez-y. En fait, j'avais simplement une question aussi, et c'est pareil, je regarde de temps en temps des compétitions, etc. Et je me suis toujours posé la question parce que tu évoques qu'il faut un certain poids de corps pour faire du strongman. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait justement que ce soit des morphotypes vraiment spécifiques, des gars comme Eddie Hall, des gars comme toi, des gars comme Brian Shaw, voilà, ils sont pas ultra, c'est pas des bodybuilders quoi. Comment est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait cette morphologie spécifique? Alors j'ai envie de te dire, c'est comme dans tout sport de haut niveau en fait. Dès que tu atteins le haut niveau, là tu cites les meilleurs au monde, hein, Eddie Hall, etc. Dans tout sport, voilà, on a des morphologies propres à chaque sport et qui nous permettent d'atteindre le haut niveau. Le poids de corps sur un strongman, ça va être important pour plein de choses, pour une question de gravité, d'encaisser les entraînements, de supporter les charges aussi. Pour la comparaison avec les bodybuilders, le bodybuilding, en fait, lui, il va rechercher une esthétique. Ouais, Pour nous, en fait, les strongman, l'esthétique, c'est secondaire. ouais. Nous, on cherche juste un muscle efficace plutôt qu'esthétique. Donc ça va être vraiment deux choses bien différentes. Mais le morphotype est important. Les meilleurs au monde actuellement, c'est des athlètes qui font entre 1m90 et 2 m Mhm, sur des poids de corps entre 160 et 180 kg. mhm. Je suis un Et petit, moi, avec mon mètre 84, je suis un petit. voilà, justement, avec 1m84, 153 kg, t'es un petit, entre guillemets, on a du mal à visualiser ça, mais est-ce que c'est, entre guillemets, handicapant quand tu te confrontes au meilleur au monde? Alors, sur les épreuves professionnelles que j'ai pu faire, ouais, si, il y a eu des épreuves où ça a été difficile. Je me souviens, alors souvent, sur les compètes professionnelles, avec ma taille, 1m84, je suis dans les plus petits. Hein. Au poids de corps, ça va, j'arrive à rivaliser, je suis entre 150 et 160 kg, donc ça va. Mais en taille, non, je suis vraiment un des plus petits à chaque fois en compétition. Et tu as une épreuve qu'on appelle les Atlas Stones. Donc, c'est Mhm. les fameuses Oui, pierres oui. rondes là. Donc en général, tu dois la première boule est plus légère, mais le problème, c'est qu'elle est à mettre sur un support beaucoup plus haut. Je me suis déjà retrouvé, moi, sur des épreuves en fait, où le Ah support oui. était à 1m80. Moi, faisant 1m84, j'ai galéré 2 minutes pour la mettre dessus. Ah ouais, ben ouais, Donc ça, ouais, carrément. c'est un des inconvénients par rapport à la taille. Après, maintenant, il y a beaucoup de pays, alors c'est le cas en France aussi, où on fait des catégories de poids de corps. Donc c'est pas comme dans les disciplines d'haltérophilie, force athlétique, il n'y a pas plein de catégories. On fait moins de 105 kg, plus de 105 kg. Et maintenant, on commence à voir arriver des catégories moins de 90 kg. Donc ça permet aussi à des athlètes un peu plus petits en gabarit et en poids de corps de se faire plaisir et de s'initier à cette discipline. Et j'avais aussi une question par rapport au fait que dans un des articles dans lequel ils font ta biographie, c'était, il me semble que c'était Nord Presse. En gros, il parle du fait que, et comme tu le disais un petit peu, l'esthétique, elle est laissée de côté, c'est vraiment la force physique la plus pure. Est-ce que, parce qu'il y a aussi des compétitions, enfin, que je suis, qui sont des compétitions de bras de fer et à première vue, c'est uniquement, ça bourrine et puis voilà. Et en fait, en réalité, quand tu entends les experts de la discipline, tu te rends compte que c'est d'une profondeur hallucinante au niveau technique. Est-ce que c'est pareil pour le strongman?
Alors, je suis bien le bras de fer. Donc, j'ai eu l'occasion de m'initier au bras de fer il y a pas si longtemps que ça avec le numéro 1 français, qui est Aymeric Pradine, qui a été champion de France, champion d'Europe en bras de fer. Et moi, pareil, je ne m'attendais pas à avoir autant de technique sur un mouvement aussi simple, ce qui peut paraître en fait. C'est très technique cette discipline. Donc, j'ai pu découvrir ça. Et après, pour répondre à ta question, sur le strongman, bah, c'est pareil. Quelqu'un qui est fort, puissant, pourra être performant, mais il ne pourra jamais être parmi les meilleurs si sa technique n'est pas bonne. C'est impératif, la technique en strongman, donc sur les mouvements spécifiques. Alors, bah, déjà, première chose, c'est pour se préserver aussi des blessures. Ouais. Sur certaines épreuves, si tu places mal ton dos, c'est pas 100 kg que tu as sur les épaules. Si tu fais du yoke, par exemple, c'est parfois 400 ou 500 kg sur les épaules qu'il faut décoller et avancer avec. Donc là, si ton dos est mal placé, si tes segments ne sont pas respectés, etc., là, il y a de gros risques de blessure. Donc la technique est impérative dans cette discipline. Et l'aspect mental également, parce que j'imagine que quand tu es en compétition, ou même à l'entraînement, parce que là tu postes pas mal d'entraînements sur tes réseaux sociaux, à chaque fois quand tu essayes, tu parles de temps en temps de tes échecs, entre guillemets, Ouais. tu dois à chaque fois te dire, bon bah allez, là c'est parti, il faut y aller. Est-ce que tu as quelqu'un qui travaille avec toi ou tu es tout seul justement dans cet aspect-là? Non, c'est justement actuellement la difficulté du confinement, c'est que moi j'ai des partenaires d'entraînement, là, Christopher et Bruno, Louis, les trois, pour les nommer. Ça fait plus de 10 ans que l'on s'entraîne ensemble, ça fait plus de 10 ans qu'ils me supportent à faire mes compètes. Et ça me manque ça, ce côté-là d'avoir mes partenaires avec moi pour me motiver. J'avoue, quand je suis tout seul chez moi, alors certes dans mon jardin c'est beau et tout, mais parfois c'est un petit coup de fatigue. Il y aurait besoin des partenaires derrière pour te mettre un coup de boost. Et après, en compétition, moi, en compétition, j'ai retrouvé un peu, j'ai joué longtemps au rugby, et j'ai retrouvé un peu cet esprit-là. Cet esprit fraternel, on s'entraide, même si on est adversaire. Et on l'a beaucoup en strongman, notamment en professionnel. Systématiquement, si vous êtes dans la difficulté, il y aura toujours quelqu'un, un autre athlète, qui va venir là pour vous soutenir, pour vous motiver, pour être le plus performant possible. Donc il y a vraiment un bon état d'esprit dans cette discipline. Est-ce qu'il y a déjà eu, tu as un exemple, en entraînement ou en compétition, où justement tu as pu te surpasser et sur une performance, tu dis, je pensais juste avant de le faire que jamais j'aurais été capable et finalement j'ai réussi. Ouais, ça arrive souvent. Moi, il y a des athlètes pour qui le stress de la compétition n'est pas bénéfique. Moi, c'est quelque chose de très positif pour moi. J'ai besoin un peu d'être dans la difficulté, d'avoir un peu de pression pour performer. Donc ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver avec un petit souvenir d'une compétition au Canada en 2017. J'étais pas en forme, j'étais blessé, j'avais une grosse tendinite au genou et je me retrouve face à quelqu'un, une référence de la discipline qui s'appelle Terry Holland sur une épreuve des Farmer Walks. Et je me retrouve face à lui. Et j'ai réussi à passer devant. Alors bon, je précise quand même, c'est la seule épreuve où je l'ai battu. Toutes les autres, il m'a battu. Mais voilà, sur le mental, vu que j'étais sur mon épreuve favorite, malgré que j'étais sur une période de faiblesse, j'ai réussi quand même à aller au-delà. Et ça, c'est le mental en fait qui l'a fait. Tu arrives à passer au-delà parfois de ta douleur pour performer. Et il y a aussi le fait que, comment dire, qu'est-ce qui t'attire le plus, sachant qu'il y a peut-être un moment où, comme c'est une histoire de soulever bien et de le soulever le plus possible, il y a peut-être un moment où tu atteindras un plateau ou quelque chose comme ça. Comment tu envisages ça et comment tu l'anticipes? Alors, la chance qu'on a dans cette discipline, c'est que c'est une discipline, ce qu'on appelle la maturité tardive. Rarement les meilleurs athlètes au monde ont eu moins de 30 ans. Rarement. Ça arrive, hein. À part, bon, là en ce moment, Thor, qui a été l'homme le fort du monde, je crois qu'il avait 28 ans. Il y a quelques noms comme ça à moins de 30 ans, mais la plupart du temps, en fait, les leaders, c'est des gens qui ont plus de 30 ans, qui performent jusqu'à 39, 40 et même parfois plus de 40 ans. C'est vraiment maturité tardive. On a besoin de beaucoup d'expérience, d'organiser beaucoup de masse musculaire aussi, de maturité musculaire pour être performant. Le seul inconvénient, ce qui peut nous freiner, c'est la blessure. Le fait de s'entraîner de façon intense sur des charges lourdes. La blessure peut être un frein. En 2018, j'ai eu une grosse blessure. Je ne vous cache pas que sur mes journées où j'étais pessimiste, je me suis dit c'est la fin. Et finalement, non. Donc, mais voilà, la blessure peut arrêter les choses très rapidement.
Et comment on fait pour prévenir les blessures? Parce que c'est vrai que nous, à notre petit niveau, justement, quand on s'entraîne, nos coachs ils disent bah faut pas trop pousser, ou quand tu fais un jour où tu soulèves lourd, où tu es vraiment intense, ensuite on va y aller un petit peu plus tranquillement. Toi, même les jours tranquilles, entre guillemets, c'est des choses qui pour nous paraissent complètement irréelles. Donc pour ton corps, comment tu fais pour réussir à le préserver le plus possible? Alors, ben, déjà, il faut essayer de s'entraîner intelligemment, avoir une bonne planification. Alors, c'est évident que si un jour où tu n'es pas trop en forme, bah, peut-être que tu vas pas respecter ta planification et pas atteindre les objectifs de la séance. Après, j'ai un suivi médical, donc je vais toutes les semaines, quoi qu'il arrive, depuis de nombreuses années maintenant. J'ai un kiné ostéopathe qui me suit, donc ça fait de nombreuses années qui me suit. Donc là, ça permet de préserver quand même pas mal l'organisme. Et au moins, dès qu'il y a une petite alerte, lui va pouvoir l'identifier et la rectifier. Donc ça, c'est important. Ça, faut faire très attention. Et d'ailleurs, c'est quoi dans la vie de tous les jours, les avantages et les inconvénients d'être aussi monstrueux physiquement? Alors, les avantages, j'ai envie de te dire que tous tes amis t'appellent pour les déménagements. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça, je sais pas. Mais voilà, Les on te sollicite souvent pour ça. Après, les avantages dans la vie de tous les jours, ouais, bah, euh, les avantages, je vois pas en fait. Les inconvénients, il y en a, hein, c'est pour les vêtements déjà. Ah oui. Mmh. Pour les vêtements, hein, trouver en France du 4 ou 5 XL, c'est pas facile. Il y a certains endroits où tu rentres pas dans les choses, hein. Moi, je me souviens, c'était quand? Peut-être pas non, l'été dernier ou il y a 2 ans. Je suis allé à Disneyland. Quand on va faire descendre du manège parce qu'on n'arrivait pas à fermer le truc. Ah, c'est trop triste! Alors, oui et non, parce que le côté strongman qui aime avoir quand même un corps un peu hors norme, c'est une petite satisfaction. Mais tu peux pas faire le truc. Donc, ouais, ça c'est les inconvénients. Mais après, vu que c'est un choix, hein, je ne subis pas mon corps, c'est un choix, j'aime être comme ça. Et j'ai envie de rester comme ça le plus longtemps possible, quoi. Mmh. Et au niveau, on va dire, de tes entraînements, de justement le rythme des entraînements, on voit que, bah, dans différents autres sports, tu vois, c'est possible, on va dire, de se dire: «Pendant une semaine, on va faire un travail spécifique là-dessus». Toi, est-ce que tu es vraiment obligé, on va dire, de tout le temps t'entraîner les différentes parties du corps? Ou au contraire, tu peux te permettre de dire: «Bah, par exemple, là, on va faire un focus sur ce point-là, un focus sur ce point-ci», pour éviter pour progresser, être complet? Alors pour progresser, tu peux mettre l'accent sur une zone ou sur une épreuve. Par contre, non, non, tu dois constamment toute l'année entraîner l'ensemble du corps. Euh, je ne peux pas me permettre d'avoir un déséquilibre ou un déficit en fait. Après mon entraînement, bah, on attend souvent donc c'est très orienté sur les mouvements de base en musculation. Et ensuite, en fonction des épreuves que l'on a en compétition, en général, on les sait 6-8 semaines avant. Là, on intègre le spécifique dans l'entraînement pour vraiment progresser sur les épreuves. Et est-ce qu'il y a aussi une notion de cardio dans le strongman? Parce qu'on voit souvent, et il y a pas longtemps, je matais une vidéo de, justement Brian Shaw qui a battu le record de rameur, je crois que c'était sur 1 minute, un truc comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a, une notion de travailler le cardio ou de cardio dans les épreuves de strongman? Oui, ouais, ouais. Alors, il y a quelques épreuves où le cardio travaille beaucoup. Alors, bon, c'est vrai que sur certains sportifs, faire une épreuve qui dure 30 secondes ou 45 secondes, ça va être facile. Pour nous, là, on est sur du cardio. Et surtout, l'aspect cardio sur le strongman, il faut imaginer une compétition d'hommes forts. C'est en général sur une journée et parfois 2 jours, où on va enchaîner 5 à 6 épreuves dans la journée. Donc là, si on n'a pas un bon cardio pour avoir une bonne récupération entre les épreuves, on va s'épuiser très très vite. Et après, on a des épreuves spécifiques cardio. On a ce qu'on appelle les loading charge, avec les fameux sacs de sable où on court. Alors certes, pour un sportif lambda, c'est juste une course de 20 mètres, mais sauf qu'on va courir avec un sac qui fait 130, 140 kg dans les bras, et on va le faire 4 ou 5 fois. Là, je peux vous dire que le palpitant, il monte dans les tours. Et d'ailleurs, au niveau de ce que tu manges, parce que là, tu parles de récupération, bon, c'est la question qu'on doit toujours te poser, mais on est obligé de te la poser, c'est: comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu organises ton régime? Et comment est-ce que tu manges, en fait? Plusieurs fois par jour? Combien de fois? Comment ça se passe? Alors, voilà, j'ai un régime alimentaire, je dois manger entre 6 000 et 7 000 calories par jour. Et je répartis ça entre 6 et 7 repas. Alors, il ne faut pas visualiser ça comme des gros repas, hein. Je fais 3 à 4 gros repas, vrais repas.
Et après, le reste, c'est des collations. Mais on va dire que du matin jusqu'au coucher, j'essaye d'alimenter mon corps régulièrement. Et ouais, c'est réparti en 6-7 repas. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait au début, le budget nourriture est pas mal. Ouais. Et justement, là, aujourd'hui, donc tu es champion de France. J'imagine que pour toi, c'est qu'une étape. Et quand on est strongman, finalement, en France, on va dire, être champion de France, c'est que tu valides un petit peu ce qui s'était passé. Là, maintenant, c'est quoi? C'est l'Europe, le monde? Quel est l'objectif? Alors, en fait, moi, j'ai fait un peu un parcours. La logique veut que dans une discipline, on fait les championnats régionaux, on devient champion de France, on peut accéder, etc. Moi, j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai fait les championnats. Avant, j'ai fait des compétitions de force athlétique, beaucoup. Où là, j'ai eu une dizaine de titres de champion de France. Ensuite, je suis passé au strongman et j'ai gagné pas mal de compétitions et de grands prix en France. Et j'ai eu l'occasion en 2015 d'accéder à la Strongman Champions League, qui est une ligue professionnelle, donc qui organise ce qu'on appelle les World Series. Donc, c'est un championnat du monde et d'intégrer cette ligue. Et donc, j'ai performé quand même pas mal. Donc, je n'ai jamais fait de podium, mais j'ai réussi à accrocher parfois des 5e, 6e places. Donc, à ce niveau-là, j'en suis plus que satisfait. C'est énorme. Mais j'avais jamais gagné le titre en France, en fait. J'avais fait 2e en 2014, j'avais fait 3e en 2012, et après, j'avais plus refait de compète de finale, on va dire, en France. Et c'est pour ça qu'en 2018, je me suis dit, il manque quand même quelque chose, quoi. J'ai gagné des compétitions des championnats de France en force athlétique, développé couché. J'ai intégré une ligue professionnelle d'hommes forts, une ligue mondiale. Je participe au championnat du monde, mais j'ai pas le titre chez moi. Et c'est pour ça que 2018, en fait, je me suis dit, je vais revenir faire le championnat de France dans l'objectif de le gagner. Donc 2018, ça n'a pas pu se faire, malheureusement, je me suis blessé. Mais ça s'est concrétisé en 2019. Et au niveau des compétitions, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a les Arnold Strongman classiques, il y a aussi les championnats du monde, quelle est la plus prestigieuse finalement? Et est-ce que aussi la participation, on va dire toi par exemple, ça se fait en fonction des dotations, s'il y a un statut entre guillemets officiel, si c'est un sponsor qui est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'il y a différentes ligues, on va dire. Alors en fait, le strongman, donc c'est pas, non, t'as bien vu, c'est un sport à l'américaine. C'est un peu comme un mélange, on va dire, entre un peu la NBA et la boxe. La boxe, je Ouais, crois que d'ailleurs vous êtes plutôt spécialisé en sport de combat. complètement. Sur la boxe anglaise, par exemple, je crois qu'il y a 4 ligues pro, si je ne me trompe Ouais, pas. Voilà, le strongman, c'est exactement la même chose en fait. Il y a plusieurs ligues professionnelles. Il y a la Strongman Champions League, il y a la Giant Live, il y a les Arnold Classic maintenant qui sont devenus une ligue. Il y a la Whoosh aussi à Dubaï, mais qui a fusionné avec la Strongman Champions League. Et toutes ces ligues professionnelles se sont mises d'accord en fait pour faire un championnat. Donc chacune de ces ligues a son championnat du monde. Et elles se sont mises d'accord pour que le titre suprême soit la World Strongest Man, donc qui a lieu une fois par an. Et donc, on va dire, les meilleurs de chaque ligue viennent s'affronter sur cette finale, qui est le titre d'homme le plus fort du monde. D'accord, C'est donc un en peu fait. du sport à l'américaine. Donc, il y a des ligues, hein, c'est des ligues privées, hein, on va se le cacher, hein, ça fonctionne avec du sponsoring, avec du média. C'est des ligues privées, un peu comme la NBA. C'est pour ça que je compare souvent au sport américain, hein, chaque club de NBA, c'est un président privé qui le c'est ça. possède. Voilà, les ligues, c'est exactement la même chose. Chaque ligue a ses athlètes, a sa team, fait son championnat et envoie les meilleurs sur la World Strongest Man. D'accord. Ah bah mais du coup, il y a un contrat d'exclusivité et quand tu es dans une des ligues, tu peux pas compétitionner dans les autres? Non, non, tu peux. Alors, tu peux. Il y a beaucoup d'athlètes qui compétitionnent dans plusieurs ligues, hein, ça, c'est pas un souci, hein. Non, Et au on n'est pas niveau d nombreux dans tout le monde, hein. et au niveau justement des dotations dont tu parlais, Guillaume, c'est des gros prix, ce sont des gros revenus parce qu'on parle de boxe, on sait les salaires mirobolants qu'il y a en boxe. En strongman, on se situe comment au niveau des dotations? Alors, on en est loin, on en est très loin. Alors, il y a en France, bon, bah, déjà en France, faut être clair, hein, c'est zéro. Le Hein? titre d'homme le plus fort de France me rapporte un t-shirt, un pot de protéines et une coupe. C'est Mais tout, de pas l'exposition d'argent. quand même, de l'exposition, c'est vrai qu'il y a. Bon, Et après, j'avoue que cette année, moi ça fait longtemps que je fais des compétitions, ça fait depuis 2008 hein, que je fais des compétitions de force. Et c'est la première année en fait où j'ai autant de médias. Alors merci de vous, à vous de vous intéresser à ça. Mais c'est la première fois, ouais, j'ai eu beaucoup, j'ai eu des gros médias, hein. J'ai eu France 3, j'ai eu RMC, j'ai eu Le Parisien, donc j'ai eu vraiment des gros médias. Donc ça montre aussi que les choses changent ouais. en France sur cette discipline.
Et donc, pour répondre à ta question sur les dotations, sur les manches du championnat du monde, on va dire le premier prend 3 000 à 4 000 euros. Et après, c'est dégressif jusqu'au huitième. Bon, à savoir que tout est pris en charge, hein. Ils prennent l'avion en charge, l'hôtel, etc. On est logé dans des beaux endroits. Après, il y a eu un avant et un après, donc je pense que vous connaissez, After Julius Bjornsson, le Ouais, mec qui sort Game of Thrones. Complètement. Bretagne. Il y a eu un avant et un après lui, en fait. Ça a D'accord. été, À ce point-là, ça a donc il a vraiment révolutionné. il a changé il a pas changé la discipline, mais il a amené un côté médiatique très important Ouais. grâce à Game of Thrones, hein, et aussi aux autres choses qu'il a fait à côté, aussi à son physique qui est hors norme. Et du coup, ça a intéressé des gros sponsors, des grosses marques. Il y a eu Rogue pour la Ouais. musculation. Il y a eu, on en a parlé tout à l'heure un peu, mais de Dubaï aussi, qui s'est mis à faire des grands prix à Dubaï, donc de Strongman. Et là, c'est des compétitions où les dotations commencent à être balèzes. Alors, on est loin de la boxe, hein, mais je crois que la Wouche Dubaï ou l'Arnold Classic dans l'Ohio, aux États-Unis, le premier prend 75 000 $. Voilà, c'est ça. Mhm. Ah oui. C'est bien, mais on est loin du foot, on est loin de la boxe. Et il faut savoir que le gagnant de la World Strongest Man, celui qui a le titre de l'homme le plus fort du monde, prend 50 000. D'accord. Ouais, donc Livres. oui, Ah, en plus. Donc pour Pour la lui, World ça Strongest Man, voilà, c'est propriété anglaise, donc du coup, les dotations sont en livres. Ce qui est Et plus intéressant. oui, exactement. Et donc, tu parlais de Thor, et justement, je voulais évoquer avec toi parce que j'ai l'impression, et si tu peux l'expliquer, c'est qu'il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais pour lui, ça lui a réussi dans le sens où, avant Game of Thrones, il était toujours placé, jamais gagnant. Il a fait Game of Thrones où, et normalement, tu te dis, bah justement, en fait, t'es acteur, tu as tous les médias, en fait, tu deviens plus ou moins désintéressé du sport parce que tu as beaucoup plus de distractions. Et lui, après Game of Thrones, c'est là qu'il a commencé à tout gagner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pour toi, c'est le fait qu'il ait eu plus d'argent, donc plus de moyens pour investir sur lui, et qu'ensuite il a directement pu capitaliser là-dessus? Enfin, qu'est-ce qui a fait que? Parce qu'en soi, quand on regarde Ah, tous les sportifs qui commencent à faire des films, généralement, ensuite, leur carrière, ça ouais, baisse rapidement. c'est vrai, lui, il a commencé tôt, hein, le côté film. Mais il faut le mettre aussi par rapport à son âge. Il faut savoir que quand il a fait Game of Thrones, il avait 22, 23, Ouais. 24 ans. Et alors c'est vrai que Thor, pendant de nombreuses années, il a joué les deuxième ou troisième places, mais il était jeune. Il avait, pareil, il avait à peine une vingtaine d'années. Et après, alors, je pense aussi qu'il y a eu certaines années où il a été un peu plutôt pénalisé par rapport à ça, parce qu'il devait partir longtemps à l'étranger pour faire tourner ses films, etc., faire Game of Thrones. Et du coup, sur les compétitions, il arrivait peut-être pas spécialement prêt. Une fois que la série s'est terminée, il a eu plus de temps. Et la preuve, en 2018, il a tout raflé. 2018, il gagne l'homme le fort d'Europe, il gagne l'homme le plus fort du monde et il gagne l'Arnold Classique. Donc du coup, après, malheureusement, en 2019, il s'est blessé, donc il a pas pu garder son titre, hein. Il est arrivé deuxième ou troisième, je sais plus. On va voir là en 2020 ce que ça va donner. Il a l'air plutôt en forme quand même. Ouais. Et, et pour toi, est-ce que c'est possible de rester à ce niveau-là? Parce qu'on voit, effectivement, il y a les grands noms, mais c'est assez rare. J'ai l'impression qu'il y a une énorme période de domination où vraiment tu fais un truc façon Roger Federer où tu rafles toutes les compétitions systématiquement. Ouais, c'est très très rare, mais très très rare. En général, les hommes forts, les professionnels, c'est une carrière qui dure 7, 10 ans. Il y a quelques athlètes qui font un peu plus, hein, ça dépend. Après, à voir comment ils se préservent, s'ils font beaucoup de compètes, pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'athlètes qui ont dominé sur une longue période. Il y a Zydrunas Savickas qui a gagné 4 fois l'homme le plus fort du monde, qui, on va dire, a dominé la discipline avec Brian Shaw. Ils alternaient l'un et l'autre les titres pendant 7-8 ans. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est assez difficile, ouais, de dominer. Et c'est difficile de dominer parce que c'est extrêmement difficile de maintenir un tel régime d'entraînement, un tel régime. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, ouais, tu as quand même l'aspect blessure, on va pas se cacher, hein, sur cette discipline qui est assez récurrente. Donc, bah, Thor, un premier exemple, hein, 2018, il était intouchable. 2019, malheureusement, des petites blessures ont fait il a pas pu accrocher les premières places. Donc, ça fait partie du jeu, hein. C'est inhérent à beaucoup de sports, hein. Je pense dans vos disciplines aussi, les sports de combat. Malheureusement, les blessures font partie de ces disciplines, donc c'est peut-être difficile de rester au top pendant de nombreuses années. Donc après, il y a des athlètes qui ont la chance ils redescendent un peu, ils remontent et ainsi de suite.
C'est souvent le cas en strongman, ça. Il y a Mhm. des gars qui alternent, c'est le gars, ce que je disais, hein, Zydrunas et Brian Shaw, hein. Je crois que pendant 7-8 ans, ils ont alterné en fait l'un et l'autre le titre d'homme le plus fort du monde. Il y en a un qui Ouais. gagnait, l'année suivante, il faisait deuxième, et ils ont alterné comme ça pendant quelques années. Nadal et Federer du strongman, quoi. C'est Ok. ça, ouais. Et justement, on parlait de parallèle avec les sports de combat et comment dire, on a parlé de Hafthor et du fait que son exposition médiatique a fait progresser le sport et ça s'est aussi traduit sur les dotations. Est-ce qu'il y a comment dire, et je ne sais plus si c'était vraiment un énorme bif, mais entre Eddie Hall et Hafthor, il y avait parfois un peu de tension, si je me souviens bien. Est-ce que c'est comment dire, est-ce que ça te dirait, ça t'attirerait ou ça vous attire en tant que strongman de commencer un peu comme Conor McGregor, comme il l'a fait dans le MMA. Il a commencé le trash talk, mais plus. Il a commencé à vraiment attirer beaucoup plus de médias, mais ça a fait progresser les salaires de tout, même des journalistes, de tous les sportifs, etc. Est-ce que tu penses que dans le strongman, il va y avoir une période comme ça qui s'annonce et qui a été amorcée par Hafthor? Non, je pense pas. Après, ça m'étonnerait que je te dis, pour être dans le milieu professionnel depuis quelques années, il y a quand même une bonne ambiance avec la plupart des athlètes. Alors bon, il y a toujours des affinités forcément. Mais là, le petit souci, Thor et Eddie Hall, en fait, date de 2017, hein, depuis le titre de Eddie Hall, de le plus fort du monde en 2017. Thor fait deuxième. Il fait deuxième à un point seulement de Eddie Hall. Et sur on va dire, contestations d'arbitrage et d'épreuves qui peuvent être légitimes, mais bon, là, j'ai toujours envie de dire, c'est l'arbitre qui a le dernier mot. On est athlète, moi, je garde cette idée-là du rugby, hein, c'est l'arbitre, c'est lui qui décide, voilà, c'est comme ça. Donc Thor a toujours eu ces petites dents contre Eddie Hall là-dessus. Après, peut-être que indirectement, Eddie Hall aussi envie à Thor sa médiatisation. Et là, le dernier conflit qu'il y a entre eux deux, c'est par rapport au record du monde que va tenter Thor demain d'ailleurs, le 2 mai. Là, il va En tenter live, ça. et oui, complètement. En live, il va tenter le record du monde du soulevé de terre à plus de 500 kilos. Donc il y avait plusieurs polémiques parce que ils n'utilisaient pas forcément la même barre. Eddie Hall a fait la performance en compétition, c'est 500 kilos. Là, Thor va le faire entre guillemets dans son garage parce qu'il y a le confinement. Donc il y avait beaucoup de conflits comme ça. Donc Thor du coup a accepté de faire la performance avec le même matériel que Eddie Hall, une barre normale de musculation. Bon, après il y a toujours l'aspect que c'est pas fait en compétition, donc il n'y a pas le stress de la compète. Mm. Mais on va voir, on verra demain. Je pense qu'il va le faire quand même. Il y a de grandes chances s'il Oui, l'annonce comme ça. oui, bah oui. Et justement, Thor est passé à, entre guillemets, spécialiste de ça, de battre des records un peu sur, on va dire, différentes disciplines et puis différentes parts du strongman. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de faire ça, d'organiser justement des espèces de réunions où tu dis, bon, bah là, je vais faire en live justement, battre le record, enfin, je sais pas, de squat, un, un peu différents choses, parce qu'il avait fait ça aussi avec un tronc d'arbre. Enfin, il y a une infinité de choses à faire finalement. Après, alors faire des records, ouais, mais moi je suis, alors, moi même si j'admire beaucoup Thor, je suis pas fan non plus de ce côté d'organiser un truc en live. Pour moi, un record, ça doit être fait en compétition, quoi, dans l'adversité, avec des adversaires qui peuvent battre le record éventuellement. Là, il organise ça chez lui, donc bon, c'est toujours le côté financier qui fait ça, hein. C'est la WUSH, c'est la World Ultimate Strongman, hein. C'est une ligue de Dubaï qui s'est affiliée avec la Strongman Champions League qui organise ça. Et avec Rogue aussi et ESPN, ils vont établir là sur mai-juin, il y a une vingtaine d'athlètes professionnels qui se sont alignés pour battre des records de Strongman en live. Et après, voilà, je ne suis pas fan spécialement, donc j'ai la curiosité quand même de voir si la perf va être faite. Mais j'aurais préféré que ça soit fait sur une compétition, que comme ça. Donc après, le faire en France, est-ce que médiatiquement ça vaudrait le coup? Est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à regarder ou payer même, parce que ça va être payant évidemment demain, hein, pour regarder Thor, ça sera payant. Donc ça je pense pas. Donc, mais les faire en compétition, ouais, je sais que la fédération française de Strong là, sur la prochaine saison va faire ça en fait. Sur chaque compétition, il y aura un record à tenter. D'accord. Ah, demain, ça va être du pay-per-view? Alors logiquement c'est payant je crois, hein, ouais ouais. Ah ouais, la vache! Ouais, oui. Ah, ils vont pas Ah. faire ça gratos quand même. Quelle drôle d'idée! Ah ouais, oh putain! Ok. Donc il me semble hein, qu'il faut s'inscrire et je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il faudra payer. Ouais.
Et quand tu vois comme ça l'avènement un petit peu des sponsors qui débarquent, un peu comme les sports de combat d'ailleurs, où c'est vrai que de nombreux athlètes dépendent des sponsors, contrairement par exemple au foot où les salaires suffisent amplement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé aussi avec Thor, ou toi, depuis le début, tu en as pleinement conscience de dire il faut que je sois accompagné pour par exemple tes compléments alimentaires, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'aide aussi au niveau alimentaire aussi pour les déplacements, tout ça? Ah oui, non, ça c'est clair que l'arrivée des sponsors avec la médiatisation là, qui est de plus en plus sur cette discipline, c'est une bonne chose, forcément. On le ressent sur les compétitions, alors même en France, on le ressent, on a de plus en plus de sponsors sur même si c'est des petites compétitions que l'on organise. Mais en professionnel, ouais, on le voit sur les compétitions, on est de mieux en mieux lotis, on va dire, sur les compétitions. Et ça, oui, c'est n'importe quel athlète de strongman, s'il veut être performant et participer à de nombreuses compétitions, l'aspect sponsoring, il est important. Ça, c'est sûr. Et on avait vu Eddie Hall quand il avait tenté, je crois, un soulevé de terre, il s'était évanoui. Il y avait eu quelque chose un petit peu bizarre comme ça. Alors quand même, on se dit, il est pleinement accompagné. Pour toi, de temps en temps, quand il y a des choses comme ça, c'est quoi? C'est que la performance, finalement, est un petit peu. Enfin, il a voulu littéralement aller au-delà de ce qu'il pouvait faire. Ou au contraire, il y a peut-être certains abus chez certains athlètes qui veulent toujours pousser un petit peu trop. Bah, là, il faut quand même imaginer que le mec prend une demi-tonne dans ses mains et Ouais. la soulève. Ouais. Donc, là, ce qui s'est passé chez lui, en fait, c'est la pression sanguine. Euh, et Dio fait ses mouvements souvent ce qu'on appelle en vasalva, donc il les fait en apnée en fait. Il inspire, il bloque sa respiration, ce qui fait qu'il a une pression sanguine qui monte, qui est énorme dans le cerveau. Et donc forcément, bah, il y a quelques vaisseaux sanguins qui pètent. Il en a eu dans le nez, hein. Si on zoome Ouais. sur son record, il a le nez qui saigne, donc ça c'est de la pression aussi. Et dans le cerveau, bah, il a eu quelques vaisseaux qui ont pété malheureusement. Donc là, il y a la pression artérielle due à la charge et il y a la pression aussi due à son poids de corps. Sur le record, il pesait plus de 190 kg. Idiol. Donc c'est pas non plus un géant Idiol. Il fait 1m87, 8 je crois. Donc Ouais. il a un poids de corps qui est énorme. Donc il y a ça. Il y a aussi l'autre chose sur sa performance qui a dû causer ça, enfin une partie qui cause ça, c'est qu'il utilise ce qu'on appelle une combinaison de force, une combinaison de compression. Donc là, lorsque vous utilisez ça, pareil, niveau respiration, c'est très difficile. Et on a beaucoup plus de pression. Donc bah, logiquement, au bout d'un moment, l'excès plus le record exceptionnel qu'il a fait, bon, ça peut arriver qu'il y ait une petite défaillance. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on sait s'il y a des dangers quand tu dis qu'il fait ça? Bah après, je pense que quelle que soit la manière dont on soulève 500 kilos, bon, bah, je pense que c'est pas évident. Mais est-ce qu'on sait s'il y a des conséquences sur justement le cerveau, le fait que ce soit des montées en pression aussi énormes? Est-ce qu'on sait ce que ça cause, ce que ça peut causer même sur Non, le long terme? j'ai jamais vu d'études là-dessus en fait sur la pression artérielle ou autre. Enfin, la pression artérielle, si, elle peut jouer, mais après sur le cerveau, non, j'ai jamais vu d'études là-dessus. On sait que malheureusement, on va peut-être avoir des usures prématurées au niveau des cartilages, au niveau voilà, des articulations, mais sinon sur le reste, non, on n'a pas vu, j'ai jamais entendu parler d'études là-dessus. Et quand tu le vois justement avoir une combinaison spéciale, est-ce que toi tu fais entre guillemets des camps d'entraînement avec les meilleurs au monde ou justement dans d'autres pays pour te dire bah, je vais m'inspirer de ce que eux font et ramener ça en France? Alors oui, ça m'est déjà arrivé d'aller m'entraîner. Alors, j'ai un ami, moi, Alex Moonen, qui est hollandais, qui a été plusieurs fois l'homme le plus fort de Hollande. Donc ça m'arrive de m'entraîner, parfois c'est pas loin. Moi j'habite en Normandie, la Hollande c'est 4-5 heures de route, donc je peux partir un week-end m'entraîner avec lui. Donc ça se fait, ouais, je le fais régulièrement. J'ai été invité aussi à venir m'entraîner avec Stefan Stolzwi. Alors pour les connaisseurs vont savoir qui c'est, mais sinon Stefan Stolzwi, c'est l'ami de Thor. C'est le gars chauve ultra tatoué que vous voyez toujours derrière lui, D'accord. qui a D'accord. peut-être aussi en Strongman Champions League. Il a fait, Stéphane, il était aussi dans le reportage de Netflix sur ceux qui soulèvent les pierres. Là. Donc c'était lui. Ok. Et donc voilà, il m'a proposé aussi de venir en Islande pour faire quelques séances d'entraînement avec eux. Donc ça devrait se faire aussi dans les mois ou années à venir. Je devrais aller là-bas. Mais ouais, c'est enrichissant en fait de s'entraîner avec les meilleurs du monde, de voir comment ils font, leur protocole d'entraînement, etc. Donc ça, ouais, c'est important. Et sans tout nous dévoiler, bien entendu, qu'est-ce qui fait la différence justement? Parce que on sait que dans les sports de combat, à chaque fois, il y a un style, on va dire à l'américaine, qui fait que, bah, notamment quand ils perdent du poids, tout ça, ils sont un petit peu plus performants. Eux, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils font tous ou au niveau, je sais pas moi, infrastructure, moyens, suivi médical, il y a quelque chose qui fait la différence?
Après, non, tous les meilleurs ont tous les mêmes moyens. Après, ce qu'il va faire surtout, c'est déjà leur qualité physique, leur morphologie. Euh, Il y a aussi un aspect qu'on oublie un peu en strongman, des fois, c'est les épreuves. On a tous des préférences où on est plus performant sur certaines épreuves. Et les épreuves, on les choisit pas, hein. C'est les dirigeants de fédération qui choisissent les épreuves. Et bah, parfois, tu peux te retrouver sur une compétition où sur 5-6 épreuves, bah, tu en as la moitié où tu les aimes pas, où tu n'es pas performant. Bah, du coup, forcément, la compète va être plus dure pour toi. Et là, c'est arrivé récemment avec Mateusz Kolekowski, là, le Polonais, sur l'Arnold Classic dans l'Ohio, qui a lieu en huis clos quand même, là en avril. C'est Thor qui a gagné sur les 6 épreuves. Pourtant, Mateusz en gagne 4. Mais voilà, Mmh. sur les 2 autres, il était tellement loin derrière les autres, il a perdu trop de points, et ce qui a permis à Thor de passer devant. Donc il y a ce genre de choses qui peut arriver. Sinon, après, dans le suivi, ils ont tous la même chose, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, ouais, ça dépend des entraînements. Il y a beaucoup de variations, de variantes sur ça, hein. Et est-ce que tu sens un engouement? Parce que là, on parle depuis quelques années du fait qu'avec Hafthor et puis que toi, tu as de plus en plus de sollicitations médiatiques et tout ça. Est-ce que, bon là, c'est peut-être un peu tôt, mais tu sens en France un engouement, mais même au-delà du public, parce que tu dis qu'il y en a de plus en plus, au niveau de peut-être ceux qui s'entraînent en strongman? Est-ce que tu en vois de plus en plus? Ben, oui, j'en vois. Alors déjà, moi, beaucoup de gens en fait me sollicitent sur les réseaux, Facebook ou Instagram, me demandent des conseils d'entraînement, où ils peuvent trouver du matériel, où ils peuvent s'entraîner. Moi, j'organise régulièrement des séminaires, hein, sur la Normandie et Paris, d'initiation ou de perfectionnement au strongman. Et il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse. Alors, en pratiquant, mais aussi en public, parce que c'est quelque chose d'assez récent finalement, qu'il y a que quelques années que j'entends ça, où des gens qui sont pas du tout dans la discipline ou qui sont novices dans ces sports-là, bah, ils sont capables de te parler de champions, de tels records, de choses, alors que c'est pas du tout des spécialistes de la discipline. Donc, vraiment, il y a une évolution, il y a que médiatiquement, ouais, ça prend quelque chose, là, ça change en ce moment, donc c'est plutôt une bonne chose. Et tu conseilles quoi, on va dire, pour quelqu'un qui veut débuter à quel âge justement le strongman? Est-ce qu'il faut avoir fait un sport en particulier? Toi, tu as fait le rugby, donc tu avais déjà justement physiquement, j'imagine, hein, un petit peu l'armure qu'elle est bien, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire au préalable? Alors, ouais, c'est mieux de. Alors, ce que je conseille souvent, j'en ai des jeunes qui me sollicitent pour ça, c'est déjà de se construire une bonne masse musculaire, une bonne maturité musculaire. Techniquement, de travailler techniquement, d'être le plus propre possible en technique, hein, sur les mouvements de musculation. Plus votre technique va être bonne, on va dire, moins vous aurez de chances de vous blesser. Et une fois qu'on a la maturité et une technique bien, on peut se lancer dans les mouvements de strongman et les compétitions de strong, même parfois sans avoir l'objectif d'être numéro un, c'est juste parfois un plaisir de le faire. Et à quel âge exactement, à peu près? Ouais, on peut attaquer à 19-20 ans sans souci, si on a déjà une bonne expérience musculaire derrière, une expérience en musculation. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Et moi, j'avais juste une question. Alors, elle va paraître super étrange, mais du coup, dans le monde du MMA, chez les poids lourds, j'ai souvent entendu dire chez les mecs qui étaient, parce que du coup, il y a une limite et c'est en dessous de 120 kilos pour les ligues majeures. Et pour les gars qui doivent cutter du poids, qui sont vraiment très, très musclés et qui ont une musculature efficace et fonctionnelle, j'ai très souvent entendu dire que, en gros, leur corps était tellement presque monstrueux qu'ils tombaient tout le temps malades parce que leur système immunitaire n'arrivait pas à réguler. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que tu le vois? Je crois que la dernière fois que je suis tombé malade, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Ok, donc il y a Ah non, peut-être autre chose de bizarre derrière. Ok. non, non, j'ai jamais entendu ou vu. Ouais, les athlètes, justement, ont plutôt des résistances un peu hors normes par rapport à ça. C'est assez rare. Et, on a des athlètes aussi, des anciens strong, hein, qui sont en MMA maintenant. On a Mariusz Pudzianowski, hein, qui fait Ouais. Rock des SW, combats. oui, Et oui. complètement. Est-ce que la transition t'intéresserait? Alors non, j'ai pratiqué, hein, déjà, j'ai pratiqué, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe thaï aussi. Alors, j'ai pas fait de combat, c'était vraiment que du plaisir. Mais j'ai pratiqué la boxe thaï. Striking et sol, déjà, c'est quand même. Ouais, Mais ouais. non, non, je pense que moi j'aime bien dans le sport, je suis un compétiteur, donc j'aime performer et être premier. Et là, je sais, de par ma petite expérience d'entraînement dans les sports de combat, que non, je serais pas premier. Donc du coup, ça va être compliqué. Après, je pense que Mariusz Pudzianowski, il me semble, alors, son historique,
il pratiquait la boxe depuis de nombreuses années, depuis tout jeune. Donc, lui, ça va, mais il s'en sort un peu apparemment. Donc, je ne suis pas trop non plus, mais il a l'air de s'en sortir. Complètement. Et là, à 35 ans ou 36, enfin, s'il y a eu ton anniversaire depuis, tu te 35 vois ans. à 35, bon bah voilà. Et tu te vois encore combien de temps justement dans le sport? Est-ce que tu t'es déjà dit, bah, justement, pas après 40 ans, pas ou tant que tu seras en forme? Alors, bah, ouais, plutôt tant que je suis en forme, en fait, je continue. Je me dis, je me donne quand même au moins 3 4 ans encore à haut niveau. Après, on verra est-ce que mon corps me permettra de continuer ou pas. Le but, c'est d'être assez intelligent pour s'arrêter au bon moment, pour pas non plus se retrouver à 40 ans et être complètement cassé de partout. Mmh. Et c'est un Et sport où je vous en prie. en plus, je crois que je vais t'avoir coupé la parole, Guillaume, pour une question qui, encore une fois, va être super chelou. Je suis désolé Aurélien, mais là, depuis que tu as parlé de boxe thaï, je suis obligé de te poser la question. Bon, bah, quand on fait un peu de sparring, en gros, et qu'on tombe sur quelqu'un, bon, bah là, je fais 75 kilos et que tu tombes sur quelqu'un qui en fait, je sais pas, 95, même s'il a zéro technique, s'il te met un low kick ou une droite, grosso modo, bon, bah vraiment, c'est compliqué à gérer. Comment est-ce que tu faisais et est-ce que c'était pas frustrant de faire de la boxe taille? Je sais pas quand est-ce que tu en as fait, si c'était déjà à 130 kilos, quelque chose comme ça, de muscles fonctionnels. Oui, parce que je crois que mes dernières séances, ça devait être il y a 2 3 ans. Donc, ouais, je devais peser déjà à Et, l'époque 140, 145 mais kilos. comment ça se passe? Parce que bah, tu peux même pas donner 20% de ta force quand tu mets un low kick ou une droite. Oh, ils sont résistants, les mecs en boxe thaï, quand Ouais, même. Ouais, mais résistant, Ils mais sont quand même. résistants, non, il n'y a pas de souci, hein. Alors après, moi, comme je te disais, j'ai fait ça plus par loisir et j'avais besoin aussi, moi, de travailler mon cardio. Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs. Donc j'y pense d'ailleurs à peut-être m'y remettre juste pour m'entraîner un petit peu et travailler mon cardio, parce que c'était vraiment... Là, mon cardio, mes premières séances de boxe thaï, ça m'a tué, hein. Les premières séances où on faisait des PAO, des pattes d'ours, où l'entraîneur il me disait monte tes coudes, je pouvais plus, j'avais mes bras descendaient tout seuls, je pouvais plus. Donc du coup, on a beaucoup travaillé le cardio. Et après, non, vu que je préparais pas de combat, on n'a jamais fait de coups vraiment appuyés, donc quelques fois. Mais bien sûr, le club où je suis allé, c'était au Val de Reuil, hein, je ne sais pas si vous connaissez, aux alentours d'Évreux. Et alors, son nom, je ne pourrais pas vous le prononcer, c'est le Net Gym. Donc c'est un Thaïlandais qui est venu en France et c'est un des premiers Thaïlandais à combattre aux États-Unis. Donc apparemment dans cette discipline, c'est quelqu'un de relativement connu et reconnu. Et donc voilà, il avait l'intelligence de faire s'entraîner les gens correctement. Donc pas juste on y va, on se fout sur la gueule sur le Ouais. ring et puis voilà. Donc non, derrière, il y avait toute une pédagogie derrière et si on devait un jour, si les entraînements, on devait appuyer les coups un peu, il me mettait face à des gens, alors certes plus légers que moi, mais qui avaient beaucoup plus d'expérience, donc Ouais, ils donc il savaient pouvait gérer. largement encaisser les coups, et ils m'en mettaient bien plus que moi. Donc. Et donc, ma question qui était quand même beaucoup plus sérieuse, sérieuse, alors c'était justement concernant les différentes ligues. Est-ce qu'il y a, par rapport, on va dire, au complément au dopage, différentes organisations qui suivent tout ça? C'est ligue par ligue ou c'est un système vraiment international qui fait que toi, par exemple, en étant français et affilié à la fédération, t'es pas, entre guillemets, pénalisé par rapport à l'américain qui, lui, pourra faire pas tout ce qu'il veut, mais on va dire que ce sera beaucoup plus permissif pour lui. Ah bah après, je pense que c'est comme dans les sports de combat et beaucoup de sports, hein, tout cet aspect-là, c'est lié à la législation de pays. Alors comme tu le dis, aux États-Unis, Russie, pays scandinaves, c'est pas la même législation que chez nous. En France, non, chez nous, on est très contrôlé même, hein. À l'époque où je faisais ma dernière saison en force athlétique, c'était 2015. J'ai été champion de France de développé couché cette année-là. J'ai eu 5 compétitions en France, 5 contrôles. D'accord, ah oui, OK. Donc, Alors que par contre, les compétitions internationales, par exemple la Champions League, tu vas pas avoir de contrôle? alors, tout dépend des pays. Il peut y en avoir selon le D'accord, pays où tu OK, te trouves. Voilà, OK. alors c'est relativement rare, on va pas se mentir, mais ça peut arriver selon le pays où tu te trouves. C'est évident que si tu vas faire une compète en Russie, pas trop de soucis. Oui. Après, sur certains pays européens, ouais, non, il y a quand même, ils essayent quand même de se surveiller. Bon, c'est pas facile, c'est peut-être moins surveillé que certains sports, c'est sûr, mais il y a quand même un suivi. Et est-ce qu'il y Surtout en a d'accord, ah oui, mais par contre au niveau des ligues, justement, il y a aucune ligue qui travaille avec une agence antidopage spécifique ou
Non, parce que c'est des ligues, c'est le même principe que l'Amérique en fait, hein. C'est des D'accord. ligues privées, hein. La World Strongest Man, c'est une ligue privée, c'est la propriété d'une entreprise, c'est une entreprise. Toutes les ligues sont comme ça. L'Arnold Classic, bah, c'est une ligue privée, donc c'est plus permissif, je Mhm. pense. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu es tenté de justement dire à la fédération, bon bah les gars, c'est bien, là je suis champion de France, mais j'aimerais bien là maintenant partir à la conquête du monde, de l'Europe et puis d'un peu de tout rafler, et justement, laissez-nous un petit peu, pas bien évidemment te charger comme une mule, mais te dire, prendre tel ou tel produit qui fait que, parce que j'imagine, tu vois, là pour les sports de combat ou comme en NBA, tu vois, quand tu vois les athlètes qui arrivent, bah, le gars qui joue par exemple à Limoges, quand ensuite il va passer en NBA, tu vois qu'ils prennent beaucoup plus de muscles hyper rapidement et qu'en NBA, ils permettent différentes choses pour pouvoir tenir les 82 matchs. Et justement, avoir un côté où la fédération puisse travailler pour que les athlètes puissent briller à l'étranger. Après, non, au niveau français, ça serait impossible, hein. En D'accord. France, c'est très, très strict. Après, il faut aussi l'intelligence des sportifs. Est-ce que, en prenant tout et n'importe quoi, est-ce que j'arriverai au niveau de Thor? Non, clairement. Pas, Hmm. pas se le cacher, hein. Donc voilà, il faut aussi avoir l'intelligence de se dire, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Non, faut se faire plaisir sans mettre en danger sa santé par la suite. Et est-ce que d'ailleurs, toi, tu as entendu parler dans le milieu du strongman, qui est quand même une performance, qui sont des performances de dingue, est-ce que tu entends parler de temps en temps, même au plus haut niveau, de performances ou en tout cas d'excès au niveau de gars qui justement sont tellement dans la recherche que tu entends dire, eux, clairement, ils sont chargés à mort ou ils prennent des trucs vraiment, vraiment chelous? Non, après, tous ces sujets-là, je pense quel que soit le sport, ça reste tabou. Et ceux qui le font toujours cachés, tu vois. Ils vont pas aller, surtout maintenant avec la médiatisation, ils peuvent pas se permettre de le crier sur les toits, c'est impossible. Donc Mhm. non, ça restera toujours des choses taboues, quelles que soient les disciplines. Je pense, hein, les cyclistes, hein, dans tous les scandales qu'il y a eu aux cyclistes, ça devait se savoir dans leur équipe, mais ils ne devaient pas aller le crier ailleurs. Donc là, ça doit être la même chose. Et là, pour toi, entre guillemets, court terme, qu'est-ce qui est les objectifs principaux, c'est quoi? C'est les titres ou alors les performances? Quand je dis performance, c'est bien sûr te dire je vais soulever tant. Alors, bon, les titres, c'est toujours important, c'est toujours valorisant, mais après, maintenant, j'ai eu le titre français, j'ai eu plein de titres en powerlifting. Je me suis fait une raison, je sais bien que ça sera très difficile d'être le numéro un mondial. Maintenant, ce sera surtout me faire plaisir, réaliser des performances les plus hautes possibles. Et l'objectif, ouais, sera d'atteindre un jour la finale ou des grandes compétitions encore plus prestigieuses que la Strongman Champions League. Ça va surtout être les objectifs maintenant. Et tu dis que les épaules, c'est ton, entre guillemets, point faible en compétition. Pour ça, et, et comment tu fais justement pour pallier à ça, on va dire, progresser de ce point de vue-là en période de confinement? Bah, j'accentue l'entraînement, on va dire, sur ces mouvements d'épaule. Alors, ça fait longtemps que je le sais que c'est mon point faible et je m'en suis surtout aperçu lorsque j'ai intégré la Ligue Pro, euh, où là, j'ai vu vraiment que j'avais un gros point faible sur ces épreuves-là. Donc, ça fait pas mal de temps que je mets l'accent sur l'entraînement dessus. Ça commence à porter ses fruits. Là, j'arrive à faire des perfs, on va dire, corrects pour un niveau professionnel. Donc voilà, maintenant, c'est de concrétiser ses performances d'entraînement en compétition. Euh, donc ça va être les prochains objectifs. Mais ouais, j'essaye de mettre beaucoup l'accent dessus, vraiment. Et Et là, est-ce est-ce que tu as des propositions aussi, du coup, du fait de la médiatisation du sport, que ce soit pour justement le cinéma ou quoi que ce soit d'autre? Alors oui, j'avais déjà fait, hein, j'ai déjà fait des courts-métrages, j'ai déjà fait des émissions. J'avais fait une émission avec Hanouna il y a quelques années, des petits courts-métrages. Là, on m'a proposé certaines choses là, pour l'année prochaine, donc on va voir si ça se concrétise ou pas. On verra, mais c'est toujours des petits trucs. Après, c'est du petit plus pour le délire, on va dire. On m'a mhm. pas encore proposé Game of Thrones. Ouais, OK. Bon, on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir une série qui va se développer Un Game of française, Thrones hein. français? Ah, on sait Exactement. pas, on sait pas. On verra. Et ça va être ma dernière question, c'est de tout, on va dire, les records justement en strongman, ou on va dire à chaque fois de force, quel est celui, toi, qui t'a impressionné le plus ou qui t'impressionne le plus, où tu te dis, même moi, je pensais pas que c'était possible pour un homme de pouvoir faire ça?
Les 500 kilos soulevés de terre d'Ediol, c'était. Il y avait l'ancien recordman du monde, c'était Benedikt Magnusson, un Islandais. Il avait fait 460 kilos et des brouettes. Et lorsqu'il a passé cette performance, Benedikt Magnusson, dans le milieu, tout le monde s'est dit il va falloir 15 ans, 20 ans pour qu'un homme ait au-delà de ça, tellement c'est monstrueux, quoi. Il avait mis une marge tellement haute. Et finalement, il a juste fallu 3-4 ans pour qu'Eddie Hall arrive et prenne le record du monde et mette une barre à 500 kilos. Donc non, 500 kilos, ça reste balèze. Hein. C'est monstrueux. Il y a beaucoup l'ont essayé. Hein. Il n'y a pas que Thor qui l'a essayé. D'autres l'ont essayé avant. Personne n'a réussi. Même la plupart du temps, il a décollé même pas du sol. Ça reste exceptionnel. Si demain, Thor arrive à la battre, même si c'est fait dans des conditions un peu particulières, ça sera monstrueux hein, s'il arrive à mettre au-dessus. Et d'après ce qu'il dit en plus, il va pas mettre juste 1 kilo de plus, il mettra beaucoup plus. Donc, on va voir. Et bon, j'ai 2 questions en plus. Alors, je suis vraiment désolé parce que là, tu as piqué ma curiosité là-dessus. Est-ce que tu penses, on a vu en athlétisme, par exemple, quand Usain Bolt avait battu le record, il y avait eu des études pour dire la limite, grosso modo, pour le record du 100 mètres, ce sera à 9 secondes, je crois, c'est 55, 54, quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ton ère, à toi, là, on atteint les limites pour l'homme? Alors, c'est difficile à dire parce que j'avais vu ces études-là, je me rappelle en athlétisme, où finalement, il y a une dizaine d'années, il y avait pas mal de scientifiques qui avaient dit non, on atteint à telle limite, telle chose, tel truc. Finalement, tout a été atteint, voire dépassé. Donc là, c'est vrai qu'en strongman, depuis quelques années, on a explosé tous les records. Je pense aussi que c'est dû à la réelle professionnalisation des athlètes. Je m'explique là-dessus. C'est pas juste que les athlètes en vivent. Ça fait de nombreuses années que dans de nombreux pays, les strongman vivent de leur discipline. Mais c'est juste que c'est assez récent, en fait, que les athlètes se professionnalisent d'un point de vue planification d'entraînement, se professionnalisent d'un point de vue suivi médical, soins, santé, diététique. Ça, c'est relativement récent et c'est peut-être ça aussi qui explique que les records montent aujourd'hui. Après, est-ce qu'ils vont monter encore longtemps ? Je sais pas, on n'a pas eu d'études scientifiques, nous en strong, qui nous disent voilà, le corps humain ne peut pas soulever plus de tant de kilos. On verra, mais après, c'est sûr que je pense qu'on va pas atteindre non plus des charges. Enfin, c'est déjà exceptionnel, mais là maintenant, ça va se grappiller de kilo en kilo, quoi. Ça va pas être des bons de 20 ou 30 kilos. Et enfin, donc là voilà, l'ultime question, c'est comment se passent les jours qui précèdent pour toi une compétition? Alors bon, moi déjà, on ralentit beaucoup le volume et l'intensité de l'entraînement. Le but, c'est de récupérer. Donc vraiment, se reposer le plus possible, tout en gardant un petit entraînement quand même pour avoir une activation nerveuse. Manger beaucoup, peut-être même plus que d'habitude, pour avoir vraiment un apport énergétique suffisant le jour J. Bien s'hydrater, parce que le jour J, forcément, comme tout sport, on perd beaucoup d'eau avec le stress, etc. Donc voilà, ça va surtout être repos, bien manger, bien s'hydrater, garder un petit entraînement d'activation nerveuse, et voilà, après, c'est se préparer mentalement à la compétition. Eh ben parfait, ma foi. Alors c'est plus de questions non plus? Si, à la limite, une toute dernière. Et juste les heures et les jours après, du coup, la compétition, comment est-ce qu'est ton corps? Alors, c'est une compétition, comme je te disais, hein, c'est en général 5-6 épreuves, et parfois c'est sur 2 jours, donc on atteint là les 10 épreuves. En général, si pas de blessure, moi il me faut bien 4-5 jours pour récupérer juste nerveusement de la compétition. En général, après une compétition, si c'est une grosse compète, évidemment, si c'est un petit truc, ça va, mais si c'est une grosse compétition, j'attends au moins 5-6 jours avant de refaire un entraînement qui sera léger, quoi. Ce sera vraiment très léger, quoi. Ok. Vraiment, après une compète, on se sent vidé. On a besoin de beaucoup de récup. Donc, en plus l'âge arrive, plus loin ça. Super, merci beaucoup Alain. Franchement, c'était très intéressant. Merci à vous, c'était bien sympa. Soit.